Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la physiopathologie de l'insuffisance aortique. Alors sur votre écran, vous avez une illustration assez simple de cette valvulopathie. Sur l'image d'en haut, il y a une valve aortique qui est normale, c'est-à-dire qu'elle est fermée lors de la diastole, empêchant le sang de retourner de l'aorte vers le ventricule gauche. Par contre, sur l'image en dessous, il y a une valve aortique qui ne s'est pas complètement fermée lors de la diastole, et donc le sang sera régurgité de l'aorte vers le ventricule gauche au moment du remplissage ventriculaire. Voici une valve aortique saine et donc qui est fermée lors de la diastole. Et voici une valve aortique incontinente qui va laisser le sang régurgiter de l'aorte vers le ventricule gauche. Alors maintenant, soit la régurgitation va survenir de manière brutale, et donc le ventricule gauche n'aura pas le temps de s'y adapter. Par conséquent, la pression va augmenter de manière importante. Et puis cette hyperpression, elle va être transmise vers l'oreillette gauche, puis vers les capillaires pulmonaires, d'où l'installation d'OAP. Bien sûr, avec les signes congestifs qui l'accompagnent et également l'apparition d'une dyspnée. Sachez que l'insuffisance aortique aiguë peut également entraîner une fermeture prématurée de la valve mitrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la physiologie du cycle cardiaque, qu'est-ce qui se passe? La valve aortique, elle va s'ouvrir lorsque la pression de l'oreillette gauche dépasse celle du ventricule gauche. Donc elle va s'ouvrir pour que l'oreillette gauche remplisse le ventricule gauche. Et lorsque le ventricule gauche sera rempli, et que la pression au sein du ventricule gauche augmente, la valve mitrale va se fermer et le ventricule gauche va continuer à se contracter jusqu'à ce que la pression dépasse celle de l'aorte pour que la valve aortique s'ouvre et l'éjection systolique se fasse. Maintenant, ce qui se passe dans l'insuffisance aortique, c'est que le ventricule gauche, il se remplit aux dépens de l'aorte, mais également aux dépens du volume sanguin régurgité. Donc la pression au sein du ventricule gauche va augmenter avant que l'oreillette ne finisse de la remplir. Hop, la valve mitrale se ferme. D'accord? Avant la fin de la diastole. Vous avez compris? Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'insuffisance aortique, la régurgitation survient de manière brutale et donc il n'y a aucun mécanisme adaptatif qui va se mettre en place, d'où l'apparition de AP. Ici par contre, dans l'insuffisance aortique chronique, la régurgitation survient progressivement, donc le ventricule gauche a le temps de s'adapter à cette surcharge de volume. Comment est-ce qu'il s'adapte? D'abord par la dilatation du ventricule gauche, c'est normal, il reçoit un gros volume de sang, donc il va se dilater. Et s'il se dilate, ça veut dire que les fibres myocardiques vont s'étirer, et si elles s'étirent, selon la loi de Starling, l'inotropisme, c'est-à-dire la force de contraction, va augmenter. Donc on va avoir un cœur qui est hyperkinétique. Vous vous souvenez, on a parlé de la loi de Starling dans l'insuffisance mitrale. Quoi d'autre? L'hypertrophie ventriculaire gauche, oui, pourquoi? Alors, le volume sanguin régurgité, il va s'ajouter au volume de remplissage ventriculaire qui vient de l'oreillette gauche. On est d'accord? Donc, il y aura beaucoup de sang qui va passer à travers un orifice normal, un orifice de calibre normal. Donc, ça va augmenter la post-charge. C'est comme si on avait une résistance ici. Vous comprenez, parce qu'on a un volume plus important que d'habitude et un orifice de calibre normal. Donc on aura une augmentation de la post-charge, une augmentation fonctionnelle bien sûr, et c'est pour ça que le ventricule devra se contracter plus fort pour pouvoir éjecter tout ce sang dans l'aorte, d'où l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc voilà, c'est comme ça que le ventricule gauche réussit à s'adapter à cette surcharge de volume. Et c'est ce qui explique que le patient va rester asymptomatique pendant des années. Alors maintenant, on a vu que la fuite aortique dans le ventricule gauche, elle va dilater le ventricule, bien sûr. Donc, le ventricule gauche aura beaucoup de sang à éjecter. C'est pour ça que le volume d'éjection systolique, lui aussi, il va augmenter. Voilà. Et puisque le ventricule gauche est dilaté, les fibres myocardiques sont étirées, d'où l'augmentation de la force de contraction. Donc augmentation de l'inotropisme. Ces deux éléments-là, ils vont entraîner une hyperpulsatilité artérielle. C'est-à-dire que les poux artériels périphériques, ils vont être visibles. Comme par exemple le pouls carotidien, on va le voir chez ces patients-là. Deuxième signe artériel, c'est l'élargissement de la pression différentielle, la pression artérielle différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, au cours de la systole, on a une augmentation du volume d'éjection systolique. On est d'accord?
C'est pour ça que la pression artérielle systolique va augmenter. Parce que je vous rappelle, une petite formule, la pression artérielle, c'est le débit fois les résistances périphériques. Et le débit, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence, donc fois résistance. Si le VES augmente, la pression augmente également. Donc, puisque le volume d'éjection systolique augmente, la pression artérielle systolique va augmenter elle aussi. Mais, au cours de la diastole, il y a une grande partie du sang de l'aorte qui va retourner dans le ventricule gauche. Donc, ça va entraîner une baisse de la pression artérielle diastolique. Vous avez compris. C'est pour ça qu'on a cet élargissement de la pression artérielle différentielle. Et juste un point à retenir, à garder en tête, si par exemple on reçoit un sujet jeune et qu'on trouve qu'il a une augmentation de sa pression artérielle systolique, ce n'est pas forcément une HTA, d'accord ? Ça peut être justement une insuffisance aortique. Donc c'est important d'ausculter votre patient. Et oui, j'ai oublié de vous le dire, un patient qui a une insuffisance aortique, il va avoir un souffle diastolique le long du bord gauche du sternum diastolique puisque le reflux a lieu pendant la diastole. C'est facile. Quoi d'autre ? L'angor fonctionnel, oui. Alors, l'angor fonctionnel est expliqué par deux mécanismes. Tout à l'heure, on a vu que la pression artérielle diastolique va diminuer. Or, c'est pendant la diastole qu'a lieu la perfusion du cœur par les artères coronaires. Donc, si la pression artérielle diastolique diminue, même le débit coronaire, il va diminuer. Donc, le cœur ne sera pas suffisamment alimenté. D'où l'hypoperfusion coronaire, qui va entraîner l'angor fonctionnel. Et le deuxième mécanisme s'explique par l'hypertrophie ventriculaire. On a un ventricule gauche hypertrophié, donc il a besoin de plus d'oxygène. Et malheureusement, le myocarde est mal perfusé déjà. Donc on ne peut pas combler ses besoins en oxygène. D'où l'ischémie myocardique. Et l'ischémie myocardique se traduit cliniquement par une douleur angineuse. Donc c'est l'angor fonctionnel. C'est facile aussi. Et fonctionnel, c'est parce qu'en fait le réseau coronaire ne comporte pas de sténose organique. Il n'y a pas d'athérome ou quoi que ce soit. C'est juste que le débit coronaire est bas du fait de la diminution de la pression artérielle diastolique. C'est pour ça qu'on parle d'angor fonctionnel. Pour finir, on arrive enfin aux complications. Alors, première complication, c'est la dissection ou rupture aortique. En fait, parmi les causes de cette valvulopathie, il y a ce qu'on appelle les insuffisances aortiques dystrophiques. Par exemple, on a un anévrisme de l'aorte, ou juste une dilatation importante de l'aorte ascendante. En fait, ça va entraîner un élargissement des espaces entre les cuspes aortiques. C'est ça les cuspes. Voici les cuspes. C'est comme des feuillets en fait qui vont assurer l'étanchéité de la valve aortique, c'est-à-dire ils vont assurer la fermeture de la valve aortique lors de la diastole. Voilà, une valve aortique fermée. Donc vous voyez bien que si les espaces entre les cuspes s'élargissent, ils deviennent plus larges, on va avoir une fuite aortique. C'est l'insuffisance aortique. Maintenant, au long cours, on a une dilatation importante de l'aorte ascendante et on a vu que la pression artérielle systolique va augmenter. Donc, ça va favoriser cette dissection ou rupture aortique. Deuxième complication, l'insuffisance cardiaque gauche. Oui, c'est possible. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le cœur gauche, oui, il s'adapte, mais à un moment, ces mécanismes adaptatifs vont être dépassés, puisque le ventricule gauche, quand il va être très dilaté, ça va dépasser la loi de Starling. Ça veut dire que le cœur ne peut plus s'hypertrophier davantage pour réjecter le volume énorme de sang qui se trouve dans le ventricule gauche. Donc l'hypertrophie sera insuffisante et par conséquent le débit va chuter. Quand le débit chute,
Bon, déjà, il y aura l'apparition de certains signes comme les lipothymies, d'efforts ou de repos, bref. Et en plus de cette chute du débit, la pression télédiastolique du ventricule gauche, elle va augmenter puisque l'hypertrophie n'est plus suffisante pour éjecter tout le sang. Donc, il y a du sang qui va rester à l'intérieur et la pression, elle va augmenter. Et ces deux éléments, donc chute du débit et augmentation de la pression du ventricule gauche, ça va aboutir à l'insuffisance cardiaque gauche. Cette augmentation de la pression, elle va retentir bien entendu sur l'oreillette gauche, capillaire pulmonaire, et puis sur le cœur droit, ce qui va aboutir à une insuffisance cardiaque globale. Troisième complication, les troubles de rythme ventriculaire et auriculaire. Pourquoi troubles du rythme ventriculaire? Eh bien, du fait de l'HVG, il y aura des modifications électriques et tout. On en a parlé dans l'insuffisance mitrale. C'est pour ça qu'on va avoir des troubles du rythme ventriculaire et auriculaire parce qu'au long cours, l'oreillette gauche va se dilater et donc voilà, ça va se perturber. Le rythme va se perturber au niveau de l'oreillette. Enfin, la fameuse complication de toutes les valvulopathies, l'endocardite infectieuse. Et enfin, la mort subite, malheureusement, c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Donc voilà, c'est tout pour l'insuffisance aortique. J'espère que c'est clair dans vos têtes maintenant. Et j'espère vous retrouver bientôt, Inch'Allah.